L'avenir du gouvernement est en question avec l'annonce du départ de Gérard Collomb l'année prochaine. Bah oui, c'est comme ça, le ministre de l'Intérieur. Et c'est aussi l'avenir du Parti socialiste aujourd'hui qui est d'actualité. C'est avec Emmanuel Morel que nous sommes, qui est député européen socialiste. Emmanuel Morel, bonjour. Bonjour. Alors, on a appris ce matin que Gérard Collomb, il prenait date en disant l'année prochaine, après les européennes, je quitte mon ministère. C'est bizarre ça. Ça tient ça? D'abord, les rats quittent le navire, mais d'habitude, ils ne préviennent pas. Ouais. Donc il y a quelque chose d'un peu curieux d'anticiper un départ qui aurait lieu, si j'ai bien compris, dans 6 mois, 1 an. Un peu plus d'un an, un peu moins d'un an. Un peu moins d'1 an, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne en Macronie. Il y a une fâcherie à votre avis? J'en sais rien, je ne suis même pas sûr. C'était quand même au début un de ses soutiens les plus fermes. Oui, d'ailleurs, les socialistes sont payés pour le savoir, parce que ça a été un des premiers traîtres, si j'ose dire. Ouais. Donc il y a quelque chose de surprenant, mais qui témoigne d'un malaise dans la Macronie en général. Il y a eu l'état de grâce traditionnel pour le président Macron, et puis les yeux commencent à se dessiller, et tout l'ensemble En Marche qui semblait fonctionner à merveille se délite très très rapidement. Ça se délite. Regardez, il y a le gouvernement, mais regardez ce qui se passe au groupe à l'Assemblée nationale. Il y a une multiplication de candidatures. Oui, ça. Bon, après tout. Quand même, il nous avait habitués à un peu plus de verticalité. D'accord. Mais je pense qu'il faut quand même faire le lien avec la politique qui est menée. En réalité, c'est qu'il y a des choix qui ont été faits, qui ont été Vous pensez que c'est des choix de fond? Il y a aussi la forme, non? Il y a les deux. Quand Gérard Collomb dit on a manqué d'humilité, il paraît que ça a mis en rogne le président de la République. Alors là, pour le coup, c'était un diagnostic totalement juste. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Macron est vraiment le prototype de l'arrogant. On l'a vu encore il y a quelques jours, là vous avez vu cette fameuse scène avec l'horticulteur où lui dit mais traversez la rue, vous allez trouver un boulot. Il y a une forme d'arrogance de classe, on pense à cette... Vous savez, dans une arrogance de classe. Oui, dans les confessions de Jean-Jacques Rousseau, il y a un moment, il raconte qu'il y a une grande princesse à qui on dit le peuple manque de pain, et elle répond qu'il mange de la brioche. Et ce côté-là, un peu ancien régime, pour quelqu'un qui est le chantre du nouveau monde, franchement, ça passe pas. Qui disait ça. Non, c'était pas Marie-Antoinette, en fait. Non. Mais elle l'a dit aussi. Elle l'a sûrement dit aussi, mais c'est cet esprit-là, vous voyez bien, l'esprit très ancien régime, d'incompréhension par rapport au sort des Français les plus modestes. Et ça, évidemment, ça heurte. Mais il y a aussi la réalité de la politique. La démission de Hulot, là, pour le coup, c'est intéressant, parce que lui, c'est pas parce qu'il a des ambitions municipales ou je sais pas quoi, c'était des accords idéologiques. Il dit, voilà, tout ce que j'ai entrepris, je ne peux pas le faire dans ce cadre de gouvernement. La transition écologique est incompatible avec la politique qui est menée par Macron, qui est une politique très libérale, et j'en tire les conséquences. C'est la fin de l'ère Macron? Non, normalement, si ça va jusqu'à son terme, s'il n'y a pas de crise de régime avant, la fin de l'ère Macron, c'est dans 4 ans maintenant, 2022. Mais en tout cas, c'est la fin de l'état de grâce et c'est la prise de conscience par les gens, y compris ceux qui ont voté pour lui, d'une politique qui est clairement néfaste et en plus inefficace. Gérard Collomb peut-il rester ministre de l'Intérieur? Moi, je trouve ça curieux qu'il l'annonce aussitôt, parce que ministre de l'Intérieur, c'est non seulement un job à plein temps, mais vous le savez comme moi, ça requiert une capacité de travail incroyable et de ne penser qu'à ça, parce que vous êtes quand même confronté à des problèmes très graves, très sérieux. Tous les ministres de l'Intérieur vous racontent que tous les matins, ils ont une pile comme ça de documents avec les menaces, les dangers. Bon, bref, ça me paraît curieux qu'il soit pleinement à sa tâche, alors qu'il explique que lui, il se prépare déjà pour Lyon 2020. Je pense que ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Non. Le chômeur qui doit traverser la rue, ça, vous condamnez complètement? Sur le fond, il a peut-être raison, non? Non, il n'a pas raison. Je veux dire, il y a en effet des secteurs qui sont où il y a des demandes d'emploi fortes. La restauration. Il y a une adéquation entre l'offre et la demande. Oui, mais enfin, il faut aussi se demander pourquoi. Moi, souvent, je discute avec les professionnels de la restauration et je leur dis toujours la même chose. Il faut quand même. Ils disent on n'arrive pas à trouver de poste. Mais je leur dis regardez les conditions de travail que vous leur proposez. Regardez les salaires que vous leur proposez. À un moment, si vous voulez qu'il y ait une adéquation entre l'offre et la demande, il faut que ce qu'on propose aux salariés soit digne de ce métier. Alors, inéquation de l'offre à la demande, c'est un peu le problème du Parti socialiste, non? Vous savez, moi je crois pas tellement. Vous êtes au Parti socialiste? Je suis au Parti socialiste. Pour combien de temps encore? Je ne crois pas tellement à la théorie de l'offre et la demande. Vous savez qu'il y a beaucoup d'économistes, même pas forcément très hétérodoxes, qui expliquent que ça n'est pas une loi naturelle, comme on a tenté de nous le faire croire pendant longtemps. Donc le Parti socialiste, il n'y a pas de loi d'offre et la demande. Il y a un problème quand même par rapport à l'offre politique qu'on a représentée, c'est qu'on a perdu les catégories populaires, les classes moyennes, les fonctionnaires qui nous faisaient confiance et qui nous ont tourné le dos singulièrement pendant le dernier quinquennat. Alors vous êtes au PS, il y a un bureau national ce soir. Oui. Vous claquez la porte ce soir?
Mais non, pas du tout. Ce Qu'est-ce qui se soir, passe ce soir, il y a un premier débat sur les questions européennes. Ouais. Il y a un texte où il y a des choses bien et où il y a des choses que je conteste. Qui est-ce qui l'a fait, ce texte? C'est une équipe. Moi, j'ai participé un peu, je fais quelques amendements, mais c'est surtout autour de Boris Vallaud et d'Olivier Faure que ça s'est construit. Le problème, c'est pas tellement... Parce que, si vous voulez, le texte, c'est l'Europe dont on rêve. C'est un peu la lettre au Père Noël. On veut une Europe plus sociale, Pourquoi une Europe plus pas, démocratique. on est loin du scrutin Très encore, bien, hein. Bon, très bien. Mais enfin, ce qui compte, c'est aussi la stratégie, comment on y parvient. Ouais. Or, nous, socialistes, et les sociodémocrates en Europe ont un problème. C'est un problème de crédibilité. C'est-à-dire qu'on a été aux responsabilités, les résultats n'ont pas été brillants, et en plus, on s'est englué dans des grandes coalitions avec la droite au niveau du Parlement européen qui aboutissent à l'impuissance, voire à l'oubli de nos idées, de nos propositions. Ce que préconise ce texte, c'est pas votre Europe? Non, je pense pas. En tout cas, je pense que l'Europe se meurt. Hein. Je ne vais pas en revenir à la phrase de Bossuet, vous savez, Madame se meurt, Madame est morte. Mais en tout cas, l'Europe se meurt. Et donc, si on veut la sauver, et moi je veux la sauver, il faut procéder à des ruptures radicales, à des ruptures fortes. Lesquelles? Pourquoi? Parce que l'Europe est construite sur une forme de religion, avec 3 piliers. Il y a l'austérité budgétaire, il y a la concurrence libre et non faussée, qui prévaut sur tout, même sur les impératifs d'intérêt général, et le libre-échange généralisé. Si on n'est pas capable, sur ces 3 points, d'opposer un certain nombre de propositions et de désobéir à un certain nombre de préconisations, l'Europe est morte. Parce que la vérité, Macron essaie d'installer un duel entre les libéraux et les nationalistes. Et en gros, on va nous inviter à une sorte de dramatisation, à choisir entre les deux. Mais la vérité, c'est que ce sont les deux faces d'une même médaille. Les uns se nourrissent de l'autre. Moi, je pense qu'il y a une autre voie pour l'Europe, mais pour ça... Oui, mais pour ça, il faut des ruptures. D'accord. Alors, cette rupture avec le Parti socialiste, est-ce qu'elle peut intervenir? Il y a un rendez-vous important, c'est le Conseil national le 13 octobre. C'est là que ça va être décisif. Mais moi, je ne vous parle pas de rupture avec le Parti socialiste. Je parle d'une rupture avec une façon de faire au sein de la social-démocratie européenne. Je vais vous raconter une anecdote en 1 minute. J'ai fait campagne en 2014 avec un Allemand qui s'appelait Martin Schulz, qui était notre tête de liste, et on a passé 6 mois à expliquer que Jean-Claude Juncker était le VRP des paradis fiscaux, que ça serait une catastrophe s'il était président de la Commission. Une fois élu, à la première réunion de groupe, on nous a dit maintenant, il faut voter pour Juncker. Vous voyez, cette duplicité, cette hypocrisie, moi, je ne supporte plus. Et alors, vous étiez à Marseille avec Jean-Luc Mélenchon. On sait que vous entretenez un dialogue nourri avec Jean-Luc Mélenchon. Vous avez créé une structure qui s'appelle nos causes communes. Est-ce que vous avez des causes davantage communes avec Mélenchon qu'avec le PS aujourd'hui? Je dirais que en fait, c'est un secret pour personne que j'ai une proximité avec Jean-Luc Mélenchon. Pas seulement personnelle, mais intellectuelle et politique. Et d'ailleurs, je l'ai toujours revendiqué. Ça m'a été beaucoup reproché. Souvenez-vous, au congrès du PS, on essayait de m'affubler cette étiquette comme si c'était diabolique ou honteux. Mais moi, j'assume. Contrairement à beaucoup de mes camarades, je ne suis pas à équidistance de Macron et de Mélenchon. Je suis plus proche des idées de Mélenchon que de celles de Macron. Mais Mélenchon, il n'y a pas un petit côté souverainiste dans son discours européen? Ça, c'est de la caricature. Moi, je trouve qu'en fait, il est attaché, comme moi, comme beaucoup d'autres à gauche et même à droite, à l'idée que c'est quand même le peuple souverain qui décide à la fin. Or, quel est le problème? C'est pas tellement caricatural, ce que je viens de vous dire. Donc. Non. Mais ce que je veux dire... le mot, souverain, oui, souverainiste. Parce que souverainiste, on entend par là exclusivement attaché à la souveraineté nationale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la souveraineté du peuple. Si elle s'exprime au niveau européen, c'est la même chose. Mais en revanche, quel est le traumatisme auquel on doit faire face? En 2005, vous vous souvenez, les Français ont voté non au traité constitutionnel. Largement. 2 ans après, le Parlement, tranquillement, refaisait le même traité, ça donnait le traité de Lisbonne. Les gens ont eu l'impression d'être cocus, et ils ont eu raison. Donc si on n'est pas capable de respecter le verdict du peuple souverain, on va au-devant de graves déconvenues. Et ça nourrit les nationalistes. Cause commune, c'est intéressant, le nom de votre club, votre mouvement, je ne sais pas comment il faut l'appeler, votre association. Par exemple, sur l'immigration, est-ce que vous partagez le discours de quelques-uns, et notamment de Mélenchon à la France Insoumise, qui disent l'immigration, en fait, ça pèse sur les salaires, ça pèse sur l'emploi en France? Non, mais moi, je suis sur une position traditionnelle du mouvement ouvrier sur l'immigration. C'est-à-dire? Qui dit, d'un côté, il y a tout ce qui relève de l'asile. Et l'asile, c'est inconditionnel. Et surtout pour nous qui sommes républicains français. Et ça va bien au-delà des droits. Personne ne le remet en question, même à droite. Voilà. Ça. Donc ça, c'est l'asile. Et d'ailleurs, personne ne le remet en question. Colomb, dans la loi Asile et Immigration, de fait, il rend plus difficile quand même l'accès à l'asile. Donc voilà, d'un autre côté, je pense qu'il faut une régulation des flux migratoires au niveau européen. Mais ça, c'est quand même pas quelque chose de nationaliste ou souverainiste de dire ça. C'est le bon sens. Surtout, moi, ce que je regrette, c'est qu'on a eu une occasion européenne. En 2015, la Commission avait dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre d'accord pour répartir l'arrivée de migrants dans les 27 pays. Une sorte de solidarité pour que ça ne soit pas que la Grèce et l'Italie. Plein de pays qui n'en veulent pas aussi. En fait, c'est pas plein.
c'est le groupe de Visegrad, emmené par Orban et l'Italie maintenant. Mais l'Italie, à l'époque, était pour. Et bien, moi, je pense que ce genre de solution rationnelle, humaniste, où on dit la vérité aux gens, c'est difficile, mais enfin... vous ne pouvez pas dire à un migrant qui veut aller en France, non, tu vas aller en Allemagne ou tu vas aller en Belgique. Je ne poserai pas les choses comme ça, mais encore une fois, il faut distinguer ce qui relève du droit d'asile, les réfugiés et les migrants économiques. Non, mais je vous parle des migrants économiques. Et sur les migrants économiques, il faut une politique de contrôle des flux migratoires. Vous êtes d'accord avec ça, avec Mélenchon là-dessus? Mais il n'y a pas que Mélenchon qui dit ça. Le Parti socialiste a dit ça pendant des années, ça choque personne. Si jamais vous êtes déçu, désappointé par les propositions européennes... Je suis déjà déçu, de toute façon. ...du Parti socialiste, est-ce que vous pourriez, par exemple, faire cause commune sur une liste commune avec la France insoumise? Mais il faut distinguer deux choses. Les causes communes, on les a déjà. Moi, j'ai proposé... Alors, liste commune. Cause commune, il y en a. Il va y avoir la mobilisation sur les retraites. Moi, je veux lancer une grande campagne de mobilisation sur les privatisations et sur les services publics, parce qu'on oublie de dire dans le bilan de Macron qu'il est en train de brader le patrimoine national, Aéroport de Paris. Dire ça, c'est la SNCF, la réforme de la SNCF? Non, il va vendre Aéroport de Paris, qui est un intérêt stratégique, la Française des Jeux, qui rapporte des recettes fiscales à l'État. Alors on se plaint toujours qu'on manque d'argent, mais on est en train de faire ça. Et puis il y a tous les barrages hydroélectriques qui vont être privatisés, alors que quand même, l'eau, l'électricité, ça a du sens. Liste commune avec Jean-Luc Mélenchon, avec la France insoumise. Moi, je vais vous dire, mon idéal, si c'est moi qui ai décidé de tout, je ferai une liste de large rassemblement. Oui, mais avec la France insoumise aussi. Parce que quand même, sur la France insoumise, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Jean-Luc Mélenchon a fait quasiment 20% à la présidentielle. D'accord ? Aujourd'hui, il est à la tête avec d'autres d'une formation qui compte, qui existe à gauche. Alors on peut, soit on en reste à ce qu'était finalement la théorie de Manuel Valls, qui disait aujourd'hui il y a des gauches irréconciliables, on ne se parle plus, on ne travaille plus ensemble. Et ça nous condamne à la défaite à perpétuité. Soit on travaille ensemble, on défend des causes ensemble, et allez, tout est possible. Tout est possible, y compris, parce que moi je me bats pour ça. Vous avez parlé avec lui de ça? Bien sûr, mais moi j'ai un dialogue régulier, exigeant avec Jean-Luc Mélenchon. Vous serez candidat à votre réélection aux élections européennes? J'y réfléchis encore, mais bon, j'ai fait des choses pendant ce mandat, notamment sur toutes les questions de libre-échange. J'ai envie de continuer sur un certain nombre de dispositions. Vous pourriez être la tête de liste de Mélenchon, peut-être, non? Je ne crois pas qu'il ait ça en tête. Non. Mais je pourrais être la tête de liste de toute la gauche rassemblée. D'accord. Mais ça vous plairait, ça? Ça me plairait beaucoup, sauf que, manifestement, pour l'instant, on n'y est pas. Mais il reste encore quelques mois. C'est pas une boutade, c'est une réalité. En même temps, je suis trop modeste pour dire des choses comme ça très sérieusement, mais je pense en tout cas que dans un contexte d'émiettement de la gauche, à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Vous étiez au Parti communiste. Non, je n'ai jamais été au Parti communiste. Vous étiez à la fête de l'Humanité le week-end dernier, à côté de Pierre Laurent quand il a prononcé son discours. Vous êtes plus proche du Parti communiste français ou vous êtes plus proche de la France insoumise, dont on sait qu'ils ne s'entendent pas? Oui, mais ils ne s'entendent pas, c'est pour des raisons de méthode, mais sur le fond, la vérité, c'est que les différences sont ténues. Mais alors, vous avez tous des différences ténues, mais vous n'arrivez pas à vous entendre. Hein. Je sais, vous avez résumé le problème de la gauche française. Donc il s'agit maintenant d'être intelligent. Et vous pourriez être le dénominateur commun? Je ne suis pas un dénominateur commun. En tout cas, ce que je veux, c'est créer des passerelles. Et remettre du lien là où il n'y en a plus. C'est ce que je m'échine à faire. Pendant le congrès du PS, c'est la ligne que je défendais. On m'a beaucoup critiqué là-dessus. Alors, on va la jouer comme ça. Gérard Collomb, il a dit « Moi, je m'en vais après les européennes ». Est-ce que Emmanuel Morel s'en ira du Parti socialiste avant les européennes? Je ne pose pas la question comme ça. J'ai un certain nombre d'idées à faire valoir. Je les propose à mon parti, parce que moi je suis socialiste depuis des années. J'essaye de les convaincre. J'essaye de les convaincre qu'il faut, ce que je vous disais tout à l'heure, des ruptures fortes, y compris d'un point de vue stratégique. Alors vous allez créer votre parti, c'est ça l'histoire. Et puis, je ne dis pas que je vais créer mon parti, je dis que je tirerai les conséquences de la fin du débat. Quoi. Parce que vous n'irez pas à la France Insoumise, vous allez créer votre parti, puis vous rapprocher de la France Insoumise. Je sais, vous êtes devin. Oui. Moi, je ne sais pas si ça va se passer comme ça, je ne désespère pas de convaincre mes camarades. Vous savez, moi, je me bats. Vous donnez combien de temps? Je ne me donne pas de temps, il y a quand même un processus qui se finit de toute façon au mois d'octobre. Donc, oui. Vous l'avez dit, le texte, fini au mois d'octobre. Le texte qui sera... Mais il y a d'ailleurs un problème, et je vous soumets ça à votre sagacité. On va voter un texte au Parti socialiste, et puis 3 mois après, on va faire une liste et choisir un dirigeant européen, ce qu'on appelle le Spitzenkandidat. Moi, mon problème, c'est que si on choisit, par exemple, un Franz Timmermans, qui est un ultralibéral, il se dit socialiste, mais ultralibéral, comment on va faire pour défendre un texte qui est plutôt allant sur les questions sociales et les questions fiscales, et mettre à sa tête quelqu'un qui pense exactement le contraire? Moi, cette duplicité, cette hypocrisie, j'en veux plus. D'accord. Voilà. On est avec Emmanuel Morel, député européen, socialiste, et on continue avec Valentin Pilate qui va poser vos questions.
Bonjour monsieur. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Emmanuel Morel. Bonjour. Alors de nombreuses réactions sur le Figaro.fr et sur Facebook, comme celle de Jacques qui nous regarde donc là actuellement, ou Laurent. Bonjour Jacques. C'est une question récurrente, je vous la pose pour tous les élus socialistes qu'on peut recevoir dans ces studios. Les internautes s'interrogent, est-ce qu'il existe encore ce parti ? Je vous la pose parce qu'elle tombe vraiment tout le temps. Elle est tombée là, je vais pas dire en cascade, je ne vais pas abuser, mais elle revient vraiment fréquemment cette question. Comment est-ce que vous comprenez cette interrogation de la part des internautes ? Évidemment, je le comprends. Il y a 5 ans, nous avions tous les pouvoirs. Le Sénat, l'Assemblée, l'Élysée, Matignon, la plupart des régions, la plupart des grandes villes. 5 ans après, on a subi une débâcle électorale au point que nous flirtons avec la marginalité politique. C'est normal que les Français se posent ces questions. Après, si la question c'est est-ce que le Parti socialiste est capable de sursaut ? Oui ou non ? Peut-être, Oui. mais pour ça, il faut faire des choix que je qualifierais de radicaux. Vous êtes optimiste ? Moi, vous savez, je suis toujours raisonnablement optimiste. En tout cas, il y a le pessimisme de l'intelligence, comme dirait l'autre, donc, mais il y a l'optimisme de la volonté, et je suis très volontaire. D'accord. Antivac propose une solution, c'est un internaute qui nous regarde. Antilope Antimac. Ah, anti-Mac. Voilà, les Antimacdo, pseudos, ou Antimac, Antimacdo, bon bref, les pseudos partent un peu dans tous les sens. Mais sa solution, ce serait que éventuellement vous fassiez une alliance avec la France Insoumise. Moi, j'ai toujours considéré, je l'ai dit à l'instant, que nous avions plus de points d'accord que de divergences. Avec Voilà. la France Insoumise. Hein. Oui, en ce qui me concerne, c'est ce que je crois. Vous avez plus de points d'accord avec la France Insoumise qu'avec le PS ? Non, je dirais que j'ai plus d'accord avec la France Insoumise qu'un François Hollande, par exemple. Parce que ce que je vois là, il est en train de quand même préparer son retour. Quand je vois son... Pour vous, c'est un retour. Ah bah oui. Oui, attendez, il fait le tour des fédérations socialistes comme au bon vieux temps quand il était premier secrétaire. Manifestement, il a un objectif politique. Bah, franchement, si c'est pour nous reprendre François Hollande, qui, quand on lit son livre, considère que l'échec de son quinquennat, un échec patent, c'est la faute à tout le monde sauf à lui, qui est incapable de reconnaître ses erreurs, qui n'assume rien de ses fautes politiques. Bah, franchement, oui, moi j'en veux pas. Si Hollande revient, vous partez ? Bah, de toute façon, je pense que ça serait une catastrophe, pas seulement pour le Parti socialiste, mais même pour le débat à gauche, parce qu'on serait dans une forme de régression. François Hollande, il est ancien président, il peut réfléchir, il peut écrire. De François Hollande, ça serait une catastrophe. Ah oui, bien sûr, ça serait une régression. Voilà. Alors moi, je pense qu'il faut tourner la page. Et ce que je constate avec tristesse, c'est que beaucoup de mes camarades n'ont pas tourné la page et qui sont dans une sorte d'ambiguïté, comme si Hollande, en revenant, allait nous sauver. Ben, franchement, déjà, je ne croyais pas au sauveur suprême avant, mais alors en ce qui concerne Hollande, pas du tout. Pas du tout. Vous avez tweeté récemment, les élites européennes n'ont plus ni le courage ni l'audace de changer l'Union européenne. Et Luc vous a répondu, qu'attendiez-vous de toute évidence de l'ancien Premier ministre d'un paradis fiscal, Jean-Claude Juncker ? Autrement dit, est-ce que vous pensez que l'Europe puisse trouver une harmonie fiscale entre les 27 ? Là, c'est un sujet très compliqué. C'est quelque chose que vous souhaitez, ça ? Bien sûr, mais moi je me bats pour ça. C'est un peu utopique, mais... Bon. Bah, c'est pas du tout Sur les utopique. 27. Sur les 27 Non, mais en fait, on peut, même dans le cadre des traités, on peut mettre en place une forme d'harmonie fiscale et notamment d'assiette consolidée sur l'impôt sur les sociétés, qui permettrait d'avoir une base commune. Après, il faut fixer un taux effectif minimum. Moi, je me bats pour ça depuis des années au Parlement européen. Mais pourquoi je parlais de Jean-Claude Juncker ? C'est qu'il disait c'est la commission de la dernière chance. Et 4 ans après, dans un discours qui était totalement soporifique, sans souffle, sans vision, on se rend compte que non seulement il a échoué, mais il est l'illustration, je ne juge pas l'homme, Juncker, mais en tant qu'homme politique, c'est l'illustration de cet épuisement chez les élites européennes de la volonté, quoi. Or, pour sauver l'Europe, parce qu'on en est là, il faut la sauver. On n'en est pas à savoir s'il faut améliorer tel ou tel point. Pour la sauver, il faut des âmes fortes, il faut des caractères vigoureux avec des visions précises. Je prétends faire partie de cela. D'accord. Allez, une dernière remarque. Il y a Julien qui aimerait avoir votre avis sur cette gifle de l'agent RATP sur un collégien. Pour résumer un peu ce qui s'est passé, le collégien passe devant le bus se stoppe net. Le collégien insulte donc le chauffeur de bus qui après se rend vers lui et le gifle. Une pétition a été signée en soutien à ce chauffeur de bus. Oui, parce qu'il est menacé, commission de discipline. De révocation, exactement. Beaucoup le soutiennent. Julien aimerait avoir votre avis sur ce sujet. On ne peut pas demander à un responsable politique de faire la promotion d'une gifle, ça c'est sûr. Après, que de placer dans une telle situation, on soit tenté de faire la même chose, ça me paraît évident. Mais surtout, ce qui me paraît le plus important dans cette affaire, c'est de rappeler
l'extraordinaire dévouement des agents du service public qui travaillent parfois dans des conditions très difficiles. Parce que ce qu'on voit, moi j'ai vu les images, c'est des conditions de travail très difficiles. Et si on n'est pas là pour les soutenir, pour les rassurer, pour leur dire que la puissance publique est derrière eux, alors là, on manque à tous nos devoirs. Vous êtes pour que ce chauffeur de bus continue son métier? Mais évidemment. On ne le licencie pas. Évidemment. Licencie pas, ou Évidemment. pénalise pas. Pardon, on ne peut pas licencier un chauffeur de bus parce que sous le coup... Sinon, il l'aurait écrasé peut-être, le gamin. Oui, non, mais c'est ça. Sous le coup de la colère, il fait quelque chose qui est en effet répréhensible. Mais alors franchement, de là à le sanctionner, ça serait pour le coup totalement incompréhensible. Et les gens, alors, quelle que soit leur couleur politique, hein, vous avez vu les commentaires, c'est vraiment c'est unanime. On serait très choqués, ils auraient raison. C'était Emmanuel Morel qui nous a parlé du Parti socialiste et de l'avenir de son avenir également, et des causes communes qu'il pourrait avoir avec les uns ou les autres à gauche. Emmanuel Morel qui était notre invité ce matin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et merci Valentin de vous être fait plaisir. l'interprète des questions de nos internautes. À demain pour de nouvelles aventures.